Quoi? En phase? Vous avez bien écouté? Je suis jamais en phase terminale, moi. Je te rose, monsieur Albron, j'ai le droit de le dire. Vous voulez dire un mot de la fin, Madame Lucie, parce que vous, apparemment, vous êtes en train de partir. La fin? Le mot de la fin, j'espère que je ne vais pas dire le mot de la fin. Parce que vous êtes dans les choses qui se... Honnêtement, il y a 3 affaires en même temps qui arrivent dans ma tête que je sélectionne. Voilà. Ça, j'aime ça. D'abord, j'étais contente de vous entendre dire qu'apparemment vous avez suivi, parce que vous avez dit le contraire plusieurs fois, qu'on est les corps communiqués. Une observation. Une observation. Deuxièmement, c'est quelque chose qui m'est venu tantôt, puis vous allez voir, peut-être le moment, pour un individu, là, peu importe qu'est-ce qu'il fait, je pense que le point zéro où on est, comme moi en ce moment, il y a 3-4 secondes qui sont passées pendant que je suis en train de terminer. Mais à ce moment-là, pour moi, dans ma vie, je suis dans mon point ultime. Parce que le futur, il n'est pas là. L'illusion, il n'est pas là. Il y a des chances que... Un avenir éloigné, un futur immédiat. Exact. Mais peut-être qu'en bas de l'escalier, je vais repenser au nombre de fois que vous avez dit que vous n'avez pas suivi. Ça se peut aussi, comme autre chose. Mais je vais faire des choix. Je vais être capable de sélectionner des choses. Et ça, à quelque part, j'appelle ça, dans le restaurant, l'importance de la confiance. De la confiance à la personne qui est en face de nous, ou qu'on croise, ainsi de suite. Et je trouve que c'est un point important à développer. Beaucoup. Au 21e siècle. Parce que le fait qu'il y ait médias, plein de choses, amène plein d'informations que les gens maintenant vont savoir ce que veut dire le mot transfert, par exemple. Pas le temps de psychologie, on peut le dire bien, mais ils vont avoir une petite idée à leur manière. Je suis en train de dire, la manière qu'ils vont le penser, vont renforcer dans leur pathologie. C'est ça que je te dire. Mais tantôt, c'est ce que j'avais l'impression que vous faisiez. Les gens viennent à ça. Donc, c'est là, c'est aussi socialement parlant, culturellement parlant, peu importe qu'on parle de la culture, de partout sur Terre, au niveau, là, dans la mondialisation, quelqu'un, je pense que quand on pratique un peu ce travail-là, il faut aussi se mettre au niveau de la mondialisation. Et il y a des points de repère qui sont très clairs. J'appelle ça des points de repère au lieu des signaux. On dit des signaux. Mais des points de repère qui sont des enclencheurs d'actualiser quelque chose. Donc, la personne qui est en face de moi, elle est rendue au point maximum de sa vie où elle est rendue, avec la raison actuelle. Moi, c'est la même chose. Et c'est ça qui se croise. Donc, de dire que c'est systématique, si je n'ai pas une base en psychanalyse, que la personne en avant, je ne suis pas capable de décoder les signaux, un style d'affaires, automatiquement, ça va arriver. Ça, j'ai un peu de difficulté. Et c'est ça qui ralentit un petit peu pour moi, peut-être, elle pourrait peut-être aller encore plus vite. Et ce qu'on fait, nous, pourrait être utilisé de façon là, très simple, mais pertinente dans ce que la société a besoin en ce moment. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout à fait. Je trippe. Oh, monsieur Albron, je vais me souvenir de vous-même mourant. Mais j'ai tout la cassette, c'est pas grave, j'ai tout la cassette. Non, mais si j'ai écouté la cassette 10 fois, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais, de toute façon, j'ai dit qu'il y avait une baisse de registre, il y avait une baisse de niveau depuis à peu près un quart d'heure. Donc, effectivement, aussi bien au niveau de ce qui est compris, de ce qui est exprimé, c'est pas... Moi, je peux-tu vous demander une chose? J'ai vu que vous avez ça. Moi, j'ai pas baissé mon registre. Écoutez ça, j'ai 2 questions à vous dire. Premièrement, je comprends très bien. Ça fait quand même, on est quand même, ça fait plus de 5 heures qu'on est en train de discuter, donc c'est un peu normal. Hein. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Les heures passent, mais elles demeurent dans l'horloge. Ce que je veux dire, c'est que, bon, on parle du côté, que la femme, c'est assez, l'homme, c'est on commence, je comprends tout ça, c'est tout correct. Mais quand je commence, cette femme ou un homme, à écrire un livre, t'as pas de procréer, t'as pas de ci, t'as pas de ça, tu fais le début, puis tu fais la fin. Alors, tu deviens comme androgyne, dans quoi que ce soit. C'est la question. Deuxièmement, là, je pose une question très sérieuse. On en a parlé hier soir un peu. M. Albron, Axel Harvey et moi étions hier à une conférence sur Darwin, etc., etc. Et c'était donné par les sceptiques. Et là, moi, je voulais poser une question, mais c'était fini. Je vais en parler. Très sérieux. Vous savez, Darwin, les îles, là, puis tout ça, les petits pinsons, selon l'île où ils vivent, leur petite bouche est différente. Hein? Parce qu'ils mangent telle herbe, en tout cas pas telle herbe, mais enfin, on s'en cache, je ne connais pas là-dessus. Moi, je me suis dit, quelqu'un qui, présentement, dans la vie, avec les aspects sérieux qui s'en viennent se têter sur les gens démunis, pas rien sur les gens démunis, mais entre autres, il y a une chose qui m'intéresse. Les gens qui sont dans la vie, qui n'ont plus rien, et les gens qui vivent dans l'abondance, est-ce que leur biochimie, est-ce que leur être intérieur, ce que je respecte, mais je comprends, mais est-ce que tôt ou tard, je ne sais pas que ça va amener des doigts à 6 pouces, là, mais il y a quelque chose qui va changer dans le cerveau. C'est sûr? Oui, un instant. Et, non, vous n'avez pas à vous excuser. Il y a une chose. Moi, maintenant, quelqu'un qui est en détresse, je n'ai pas besoin d'y parler, même si ça passe, je le sens. Mais là, il va y avoir tellement de monde. Qu'est-ce qui va changer dans notre biochimie?
puis notre quelque chose. Parce que ça, c'est sérieux, ma question. C'est sérieux. Je le vibre dans mon plexus solaire. Et le fait que Régulus, tout à l'heure, va dégulariser l'argent, la gloire et tout ça, eh bien, nous aurons peut-être une autre façon de voir, d'entendre, de parler et de ressentir. Et ça, là, je vous le dis, présentement, il y a un dégoût qui commence sur la Terre face à certaines choses, des excès qui se sont faits financièrement dernièrement, on le sait tous. Mais ça peut mener soit à quelque chose de meilleur. Je l'avais vu sur ces affaires-là qui s'en venaient, je n'avais parlé en 94. Mais là, il y a une chose. On n'a pu, là, dire, y a-t-il le signal, il n'y a pas le signal. Oui, il y a le signal. Mais l'entendrons-nous. Et c'est là que les petits poinçons qui font pi, 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 qui ont changé de bouche pour s'adapter à des îles différentes, eh bien, en nous, qui sommes un humain, non pas un pinson, changerons-nous. Puis si on... Il faut quand même préciser que la notion de signal est très relative. Tout est signal. Même par exemple, quelqu'un, il y a des signaux qui viennent au début, il y a des signaux qui viennent à la fin. Tout est signal, il y a quelque chose à un moment. Signal, c'est quelque chose qui vient et qui a autre chose qui peut ensuite suivre. Donc effectivement, par exemple, quelqu'un qui a une crise et une appendicite, c'est aussi un signal. Quelqu'un qui a la colique, c'est aussi un signal. C'est toujours un signal, quelque chose qui viendra après, c'est-à-dire qu'il y a toujours un signal au-delà du signal. Il y a un premier signal, et on peut ne pas tenir compte du premier signal, on peut pas compte du signal B, C, D, etc. Mais il y aura toujours un moment donné, où tout à l'heure je donnais l'exemple d'une copine, je lui disais, cette personne-là, elle aura besoin que le signal soit énorme pour réagir, mais le signal, elle en aura besoin. La seule chose, c'est que la dimension du signal qui sera nécessaire pour cette personne-là sera infiniment plus lourde pour une autre personne. Mais pour elle, ce sera ça son signal. Subjectivement, pour cette personne-là, ce signal énorme, il sera nécessaire pour qu'elle, par exemple, notre amie, là, par exemple, Louise Allais, elle voit mal. Donc, mais j'ai un troisième œil hyperactif. Voilà, elle voit mal. Donc, si je lui montre ça d'ici, elle voit rien. Non. Si je le grossis 100 fois, elle le voit. Ben oui, j'ai une télévision. Donc pour elle, le signal ne commence à exister qu'à ce moment-là où il arrive à un état de grandeur suffisant pour qu'elle le capte. Donc finalement, pour certaines personnes, elles ont une telle myopie ou une certaine cécité, presque en quelque sorte psychique, intérieure, au niveau sémiotique, qu'effectivement, pour elles, tant qu'on n'est pas arrivé à ce degré de magnitude, le signal, il n'existe pas, tout simplement. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc pour elles commencent à dire, quand elles vont voir, quand elles se sont retrouvées dans une situation difficile, elles vont dire, ah mais maintenant, ça y est, j'ai reçu le signal. Oui. Alors pour elle, c'est maintenant qu'elle a reçu le signal. Elle aurait pu le recevoir 10 fois plus tôt, mais maintenant, c'est là qu'elle a le signal, parce qu'enfin, elle le voit. Tout comme tout à l'heure, je disais, entre celui qui va capter le signal extrêmement subtil du cosmos, et celui qui va, pour prendre un exemple un peu amusant, et celui qui va être confronté avec des personnes qui, elles, commencent à se bouger à cause de ce signal-là, et qui va se confronter directement en tête-à-tête avec ce signal, c'est pas pareil. C'est pas la même chose de rencontrer Monsieur X et Monsieur Y et d'entendre ça dans une conférence que d'aller capter la malheureuse planète Saturne dans le ciel. Donc chacun a un signal à son niveau. Il y a des personnes qui ne peuvent commencer à... Nous avons tous besoin de nourrir de signal, nous avons tous besoin même de réagir aux signaux. La seule différence, c'est que pour certaines personnes, elles ne fonctionnent qu'avec des signaux extrêmement grossiers, extrêmement lourds. C'est la société actuelle. Mais au niveau rhétorique, c'est toujours du signal de toute façon. Sauf que pour certaines personnes, ce signal, il faut qu'il soit très 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 avancé pour qu'elles le prennent en considération. Mais c'est tout. Par contre, il y a une chose, M. Albron, je voulais vous dire. Le chien en rêve m'avait dû perdre un œil, mais il avait oublié de me dire que ça multiplierait mes oreilles. J'ai toujours aimé la musique, mais là, je l'entends à un point. Et vous savez, quand il a manqué Dieu, tu touches, hein? Ça, c'est là, ça, c'est là. Ça a développé les bouts de doigts, la sensorialité à un degré effrayant. Alors, j'ai perdu quelque chose, mais j'ai gagné d'autres choses. C'est fini là. Alors, je voudrais que vous nous disiez quelques mots avant de partir. D'accord. Non, mais d'accord, parce qu'on va rester encore au moins une heure. Même, parce qu'on va avoir un entretien d'ici une petite heure avec... c'est dommage, en tout cas, je vous remercie, vous avez été un bout en train. Et moi, je trouve que votre présence a été très, très positive dans l'ensemble. Vous êtes sympathique. Merci, madame, d'avoir parlé de Séraphine. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité de... J'aime Séraphine. On en a compris le signal. Ben oui, puis je vais vous dire, j'ai écrit un texte sur elle que j'ai lu à la radio et j'ai dit que je l'aimais d'amour. La peinture, les anges, la tendresse, tout, mais maltraitée par la société. Mais ce qui est amusant, c'est que quand on organise un colloque, on ne sait jamais quelles vont être les personnes qui vont être les plus actives dans le colloque.
Mais vous, par Ça exemple, va pas regarder vous bien. n'étiez pas programmé. Oh, vous avez- madame, je vous félicite! Vous n'étiez pas programmé. Non, j'ai pas entendu. Ouais, Non, tu mais- parles. mais vous avez dit. Vous avez ça aussi. Parce que au moment où vous avez dit ça, là, j'ai dit rapidement, je sais pas, vous avez dit que ça n'allait pas. On ne sait pas à l'avance, ces personnes. Oui. Je ne sais pas, ça n'avait pas regardé leur thème avant qu'elle. Oui, non, mais je veux dire, vous n'étiez pas programmé, mais finalement, on a entendu que vous. C'est ça qui est intéressant. Alors que M. Doyle, par exemple, on attendait quelque chose d'assez important de lui. Pour l'instant, on a entendu que des bribes de propos assez décousus, finalement. Alors que lui, il est quand même l'auteur d'un ouvrage assez majeur. Et c'est intéressant, de même Denise, on n'a pas beaucoup entendu. Alice, on a... Donc c'est toujours comme ça, mais ça c'est mon expérience d'animateur. On ne sait jamais à l'avance qui va être en forme, qui va avoir des choses à dire, qui va être inspiré, effectivement. Et c'est imprévisible, effectivement. En tout cas, pour vous dire la colère de sortie, là, je voudrais juste dire à propos de Séraphine, moi je vous inviterais à le lire, vraiment, parce que je trouve que Monsieur. où on en est en 2009, là, en ce moment, étant donné que c'est une personne qui est née fin 19e siècle, début 2000, elle est décédée, 54, je pense pas ça fait. Je trouve qu'elle est en soi un condensé très résumé, là, que j'ai lu, entre justement 19, 20, 21. Parce qu'elle porte en elle comme trois étapes, je dirais. Écoutez ça, ça nous ramène à quelque chose d'essentiel. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Alors, la question qui effectivement est un peu bousculante, c'est la question des étoiles fixes, effectivement. Quel est le raisonnement qui a amené l'astrologie à se délester des étoiles fixes, l'astrologie contemporaine qui quasiment les ignore? Alors on connaît le dossier, plus ou moins, c'est-à-dire que le dossier, c'est que les étoiles fixes, elles sont trop éloignées, c'est comme tout se passe, comme si l'astrologue contemporain, je pense à des gens comme Jean-Pierre Nicolas par exemple, avait dit c'est une promiscuité, c'est des gens qui ne sont pas très fréquentables, il vaut mieux les laisser de côté parce que ça la fout mal au niveau de l'astrologie. Il y a une espèce d'ostracisme à l'égard des étoiles fixes qui est quand même relativement évident. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous pouvez assister à 50 colloques d'astrologie. Ils vous parlent plus des étoiles fixes, elles sont bannies. Hein, elles sont bannies. Et ça, c'est quand même pour l'historien de l'astrologie, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Parce que, alors, elles ont été remplacées plus ou moins. Par exemple, le cas de Pluton est intéressant. Parce que Pluton, il joue un petit peu le rôle d'une étoile fixe, finalement. Parce que comme il ne bouge pas beaucoup, comme tout à l'heure je disais, les étoiles fixes, elles ne bougent pas beaucoup, donc les conjonctions sont à peu près... Donc effectivement, on a l'impression que c'est aussi une des explications. L'autre explication, effectivement, c'est donc soit elles sont trop éloignées, soit les étoiles fixes, et puis ne parlons pas d'Iris ou je ne sais pas quoi, qui sont encore plus lents, et qui peuvent très bien jouer le rôle des étoiles fixes. Mais historiquement, ça a disparu quand, en fin de compte, dans la panoplie de l'astrologue, en fin de compte? À mon avis, chez Morin de Villefranche, il parle encore largement des étoiles fixes. Il faut attendre, je crois, non, Morin de Villefranche est déjà à la fin du XVIIe siècle, donc il est mort en 1656. Non, il faut attendre. Elles ont disparu avec la fameuse période de crise de l'astrologie. Peut-être qu'elles n'auraient pas. Lorsqu'il y a une renaissance de l'astrologie, elles ne sont plus là. Mais cela dit, elles sont toujours là. Moi, quand j'ai appris l'astrologie, on continue à nous dire, tenez compte moi, quand j'ai appris, donc il y a quand même 40 ans, l'astrologie, 42 ans même, on disait, oui, bon, les étoiles fixes dans le thème astral, c'est important, quand elles sont conjointes, etc. Enfin, bon. Mais cela dit, dès qu'on parlait de prévision, André Barbeau, il ne serait jamais, en astrologie mondiale, il ne serait jamais venu à l'esprit une seconde de tenir compte d'une configuration avec une étoile fixe. C'est vrai. C'est absolument exclu. C'est pas possible. C'est pas pensable. Mais dans l'histoire, ça tombe quand, ça va, cette période-là? Eh bien, on vous dit, ça tombe à peu près dans le cours du 19e siècle. 19e? Non, mais je veux dire, sous une forme. Non, elles ont continué à exister. Non, ça, c'est sûr, Bon, mais en tant que configuration, au niveau de la prévision, disons, au niveau prévisionnel, elles ont disparu au 18. Au niveau du thème astral, elles se sont perpétuées jusque dans les années 80. À la limite, même, il y a des gens encore qui les mettent, plus ou moins. Mais c'est ça, elles sont reléguées à voilà, elles n'existent pas par elles-mêmes, elles existent que si elles sont conjointes avec autre chose, etc. Bon. Elles sont mises sous tutelle, elles sont dans un état de, comme ça, oui, à la rigueur, si elles viennent accompagner, c'est un petit plus qui vient se rajouter, etc. Oui, c'est ça, mais autant, en fin de compte, à une certaine époque, il devait être extrêmement populaire, je pense, peut-être dans l'astrologie antique, même année, si ça a tombé dans le garde-robe, Oui. c'est quelle période, ça?
Les garde-robes, c'est quoi les garde-robes? Le placard, là. Donc, placards. on s'en sert pas pour l'instant, en fin de compte, donc on le met de côté. C'est quelle période, ça? Ben, moi, écoutez, je suis en train de vous répondre sur ce point. Je vous dis que on peut dire que les astrologues qui ont appris on peut dire, de toute façon, le 18e n'a pas été très, Au moment qu'Uranus a apparu. Oui, c'est ça, si vous voulez. Mais est-ce qu'on peut L'apparition d'Uranus, le parallèle qu'on peut faire, en fin de compte, parce qu'Uranus, c'est le canal de captation des énergies de la voûte céleste. Okay? Uranus, de toute façon, on l'a dit, c'est la voûte céleste. Donc, c'est l'instrument qu'on a. Uranus, c'est le ciel. Okay. C'est ce qu'on a capté. Donc, en fin de compte, en prenant conscience de cette faculté-là qu'on a, on s'est dit, pour l'instant, on n'a plus besoin d'aller. Monsieur... Uranus nous transmet cette énergie. On n'a pas entendu. Sur quoi vous vous êtes basé, M. Albron, pour nommer les 4 étoiles fixes avec lesquelles vous travaillez, non pas d'autres? Parce que moi, je travaille avec Betelgeuse, je travaille avec l'étoile polaire, je travaille avec Sirius. Ah oui, d'accord. Sur quoi vous vous êtes basé? Oui, alors effectivement, je crois, vous n'ignorez pas que historiquement, on parle des 4 étoiles royales. Oui. Vous le savez. Oui. Ce sont ces 4 étoiles-là. OK. Qui correspondent, qui divisent le cercle en 4 périodes de 7 ans identiques à peu près. Okay. Parce qu'il y a des axes, ce qu'on appelle des axes naturels. C'est tout à fait intéressant. Par exemple, Aldébaran et Antares constituent un axe naturel. C'est-à-dire qu'elles sont opposées naturellement, c'est une ligne, alors que l'équinoxe, c'est une ligne qui est abstraite. Là, c'est un axe naturel. Elles sont à quelques minutes d'arc, elles sont en face l'une de l'autre. Ça peut quand même frapper les imaginations. Et alors, à partir du moment où vous avez un axe naturel, eh bien, vous en cherchez un deuxième qui vient croiser, et vous trouvez un autre axe qui est approximativement également un autre axe qui correspond à peu près à la même chose, et c'est l'axe Régulus, elle constitue, et elle servait d'ailleurs chez les Perses des points cardinaux, elle servait à les 4 directions de l'espace. Donc elles sont, c'est vrai que je les ai privilégiées, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on reste dans le parallèle Saturne-Lune, les 4, ça permet d'avoir un découpage en 7 ans, qu'on ne peut avoir que avec ces étoiles suffisamment éloignées les unes des autres. Il faut respecter les 7 ans. Donc il se trouve que Saturne, par exemple, tous les 7 ans, il rentre en conjonction, en gros, avec une de ces 4 étoiles. D'accord. Voilà. Merci. Et donc, à partir du moment... Comment? Puis à quel degré vous les placez-vous Alors, exactement? on les place à 8 degrés Gémeaux pour Aldébaran, 8 degrés Sagittaire, enfin à quelques minutes près. Parce qu'il y en a que ça diffère. Antares à 8 degrés Sagittaire, à peu près 0,1 degré de la Vierge pour Régulus, et 0 degré ou 1 degré ou plus peut-être pour Fomalo. Moi je l'avais marqué à 40. Tropical, Oui, c'est ça. En considérable, elles sont là où elles sont. C'est des constellations qui appartiennent effectivement aux constellations du Scorpion, du Taureau, oui. Du Lion et du Poisson austral, et non pas du Verseau, entre parenthèses, pour des raisons. Bon, effectivement, donc l'intérêt, monsieur Doyle, parce que moi je me fais l'avocat des étoiles, mais vous pouvez en faire être le procureur, si vous voulez. L'intérêt des étoiles fixes, c'est qu'il y a une dualité. Il y a la planète, l'étoile. Il y a une sorte de... Il y a l'étoile qui ne bouge pas, la planète qui la rejoint. Donc on a un modèle identique. Et en plus, dans le cas de Saturne, c'est la planète la plus anciennement connue de l'Antiquité, qui passait carrément sur un tapis d'étoiles, en fin de compte. Donc il y avait cette espèce de rencontre entre Saturne et les étoiles qui rencontraient sur l'écliptique. Donc c'est assez facile à comprendre. Et effectivement, on est arrivé, moi je crois beaucoup à cette notion de lunarité, qui m'amène d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit ça tout à l'heure, à considérer que c'est la Lune qui est l'élément masculin et le Soleil qui est l'élément féminin, tout comme c'est Saturne qui est l'élément masculin mobile. Tout à l'heure je disais la mobilité, je faisais l'apologie de la mobilité en disant que ce qui fait l'influence, le fait qu'on est marqué par un as, c'est que ça nous crée une mobilité particulière. Et effectivement, la mobilité est plus masculine que féminine. Et j'emploie l'expression, d'ailleurs, souvent je dis, la Lune, elle a une femme dans chaque pore. Parce qu'effectivement, le soleil du bélier n'est pas le soleil du taureau. Donc chaque fois, il y a une espèce de coït conjonctionnel entre la Lune et le soleil. Là aussi, entre parenthèses, c'est un autre mystère. Je voudrais poser 3 mystères. Il y a le premier mystère, pourquoi les étoiles fixes n'ont pas le statut qu'elles mériteraient, de certaine manière.
Deuxièmement, pourquoi a-t-on considéré que c'était la Lune qui était féminine et le Soleil qui était masculin? En France, mais dans les langages, dans d'autres langages. En allemand, je sais, c'est différent. Oui, ça, je sais quand j'ai étudié l'allemand. En tout cas, les astrologues, eux, ils sont plutôt dans ce sens-là. Hein. Mais Robert Hund avait tendance à... Oui, c'est un fait. Mais Robert Hund avait tendance à dire que, clairement que dans les pays où il fait chaud, le soleil est plutôt considéré masculin et la lune féminine. Dans les pays plus froids, c'est le contraire. Et à ce moment-là, le soleil est vu comme quelque chose de positif, bénéfique dans les pays froids. Il est considéré comme maléfique et féminin souvent dans les pays chauds. Oui. Dans le contraire, maléfique et masculin dans les pays très chauds. Mais comment expliquer que l'Allemagne, c'est tout près de la France? Comment expliquer que c'est... Parce que quand j'ai étudié l'allemand, ça m'a beaucoup surpris. C'est pas comme en France, la lune, le soleil... Les astrologues allemands, ils n'en tiennent pas compte. Ok, d'accord. Mais ils continuent à penser... Bon. Mais alors, le troisième mystère que je voudrais soumettre à M. Doyle, c'est la question des rapports entre astrologie et mythologie. Je prends... par exemple, Pluton, par exemple, le dieu Pluton, c'est un lapsus, le dieu Pluton est un dieu extrêmement important. Et je dis toujours que Manilius, au 1er siècle de notre ère, l'astrologue poète latin, lui, il utilisait Pluton, Junon ou Vesta, Oui. mais pas comme planète, mais comme dieu. Les astrologues aujourd'hui, pour eux, la mythologie passe automatiquement par les planètes. Par les dieux. Parce que... Non, mais par les planètes. Hum. C'est-à-dire qu'ils disent, je commence à m'intéresser à Junon parce qu'il y a une planète qui s'appelle Junon. Mais c'est une déesse. Oui, et c'est ça. Et donc, Vesta, effectivement, une déesse. l'astrologue, lui, il a toute liberté. Même la théorie des domiciles, par exemple, la théorie des domiciles planétaires, les domiciles, j'ai dû encore faire un lapsus. La théorie des domiciles, on pourrait très bien imaginer qu'on accorde tel dieu à tel signe zodiacal, sans forcément penser aux planètes. C'est ce que faisait Manilius. Oui, exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas obligé d'être constamment avec le dieu du moment que... Alors, bon, et quand on connaît l'importance de facteurs comme Pluton, par exemple, qui est avec la dialectique Pluton-Cérès, Pluton-Proserpine, l'enfer, l'été, etc., enfin, la culture, et puis l'hiver, enfin, c'est d'une richesse telle, sur le plan symbolique, sur le plan même saisonnier, qu'on ne voit pas pourquoi ça a disparu de l'astrologie. Or, ça a disparu de l'astrologie en réalité. Quand on le récupère en 1930, il était déjà là avant. Il était déjà là, comme on l'a dit, avec Manilius, c'est-à-dire que pendant une certaine période, pour les astrologues, ils utilisaient ces dieux, non pas forcément, parce que le nombre de planètes étant limité, on ne pouvait pas évidemment aller très loin. Ils utilisaient ces valeurs divinitaires, ces archétypes du panthéon gréco-romain ou babylonien, tout ce que vous voulez, ils les utilisaient sans forcément se croire obligés de les limiter au nombre de planètes qui étaient connues à l'époque. Donc là, il y a aussi un problème. Il y a donc, voilà, trois problèmes. Il y a le fait que la mythologie soit devenue quelque chose qui est... si les astrologues, d'ailleurs, entre parenthèses, alors là on parlait de prévention, si les astrologues avaient été restés dans la logique de Manilius, ils n'auraient pas été spécialement intéressés peut-être par les découvertes le fait que les inventions des astronomes qui disaient il y a Pluton, ils auraient dit c'est pas notre problème. Mais là, c'est grâce aux astronomes, grâce au progrès de l'astronomie, qu'ils ont pu récupérer la mythologie, qui est quand même un drôle de détour dans le temps et dans l'espace. Donc là, il y a une bizarrerie aussi. Donc, une bizarrerie au niveau des étoiles. Qu'est-ce qu'il leur faudra? Qu'est-ce qu'il faudra qu'il leur arrive pour qu'ils commencent à s'intéresser aux étoiles? C'est pour ça que je pense, entre parenthèses, que tout à l'heure j'avais dit que l'ordre du jour c'était de terminer sur la notion de est-ce qu'il peut y avoir un cycle dominant qui serait un cycle central, un super cycle qui viendrait coiffer, mais qui viendrait unifier le milieu astrologique. C'est-à-dire que tous les astrologues seraient d'accord sur ce cycle dominant, et puis chacun, par ailleurs, travaillerait un peu comme il entend, un peu comme, par exemple, c'est la théorie de la citadelle. C'est-à-dire que, il y a une grande citadelle qui est très solide, et puis, en cas de danger, tout le monde va se réfugier dans la citadelle, dans le donjon, etc. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le TGV ou la colonne vertébrale. Moi, je crois qu'on aurait intérêt, enfin, moi je plaide évidemment pour ma chapelle, mais on aurait intérêt à accepter que tous les astrologues acceptent un nouveau schéma qui serait un schéma fondé sur quelque chose d'assez simple, assez facile à comprendre, assez minimal, qui serait lié à Saturne et aux étoiles fixes, et puis qui serait un encadrement, et puis à l'intérieur de cet encadrement,
évidemment, chacun pourrait continuer à utiliser les systèmes qu'il veut bien utiliser, n'est-ce pas? Mais c'est ça l'enjeu, en fin de compte, de la période actuelle. Est-ce que nous sommes capables de nous mettre d'accord sur quelque chose qui serait à la fois nouveau et commun? Parce que moi, je crois beaucoup à la notion de nouveauté. C'est un concept qui me paraît très important. C'est par la nouveauté qu'on arrive à unifier. Oui, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler nos capucines C'est comme ce on que j'allais dire. C'est ça, J'ai c'est bien ça. entendu. Mais pour défendre un peu les astrologues du 19e et début 20e siècle au sujet des noms, de ce que j'appelle la doctrine des noms, qui veut que si on appelle une planète Uranus, il faut nécessairement que sa signification... Vous savez que d'ailleurs, on l'avait appelé Herschel aussi au départ. Oui. Il y a eu des problèmes pour le nom. Ou l'étoile de Georges. Oui, En il y a honneur de eu Georges aussi. III. Mais mettons Neptune, il n'y a pas eu de débat pour Neptune. Si, à un moment donné, il a fallu qu'il appelé le Verrier. Mais en tout cas, maintenant, il y a beaucoup d'astrologues qui pensent que parce que ça s'appelle Uranus ou Neptune, il faut aller chercher le dictionnaire de mythologie pour voir qu'est-ce que ça veut dire cette planète-là. Mais en lisant les manuels du 19e siècle, quand on connaissait déjà Uranus et Neptune, j'ai l'impression qu'ils ne fonctionnaient pas de cette façon-là. Les astrologues, même là, j'ai un manuel qui était très populaire à la fin du 19e siècle anglais. Là, on ne rappelle pas le nom. Pierce, il y a Zadkiel. Pierce. Oui. Alors, Pierce, j'ai sa deuxième édition de, je pense que c'est 1913. Il y avait eu la première édition en 1895. Non, il y a eu un peu plus tôt, je crois. Mais en tout cas, il y a une période assez longue entre les deux. Alors, dans la deuxième édition, il cite la première édition. Il dit que j'avais vu que, au sujet de Neptune, j'avais dit que sans doute c'était une planète comme une autre, mais il ne fallait pas lui accorder trop d'importance. Et là, j'observe que des fois, il y a des événements assez dramatiques qui se rattachent au transit de Neptune, mais il n'y a aucune référence au dictionnaire mythologique. C'était tout simplement parce qu'il pensait de l'observation. Oui, enfin, effectivement, il y a eu un temps où on a pris effectivement la planète pour, non pas d'après son nom, c'était un nom qui servait à la désigner simplement, mais de même que par exemple dans le monde chrétien, les noms des planètes ne renvoyaient pas à une croyance dans le panthéon, etc. On va dire que c'était parfaitement compatible avec la religion chrétienne, alors que effectivement ça renvoyait à une autre religion. Mais c'était un petit peu comme ça, omis. C'est vrai que je pense qu'il faut attendre. Moi j'ai fait un gros travail sur Alan Léo, je pense qu'il a joué un grand rôle, parce qu'il a finalement été énormément traduit en Allemagne, en France. Hein. C'est lui qui a un petit peu constitué ce corpus, mais ça nous renvoie aux années 1905, 1909, c'est-à-dire ça renvoie à la veille de la Première Guerre mondiale, tout ça. On peut dire que nous fêtons le centenaire de cette période d'intégration de ces nouveaux facteurs. À l'époque, on ne connaissait pas encore Pluton. C'est-à-dire Pluton, ça a été vraiment le pompon, comme on dit en France. C'est-à-dire, alors là, il y a eu ça a été fait juste c'était en plein début du nazisme, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu la planète Pluton. Enfin, il y a eu un bouquin qui est paru très rapidement en français, traduit de l'allemand d'ailleurs. Ce sont les Allemands d'ailleurs qui ont géré complètement la question de Pluton, entre parenthèses. Hein, je peux le signaler. Dans le manuel de Pierce, il y a une bonne section sur Uranus et Neptune. Mais en revanche, les astrologues français, eux, il y a une tradition de l'astrologie française d'avoir réagi, d'avoir refusé. Alors on ne trouve pas du tout, même, les Français ont voulu ignorer ils ont ignoré très longtemps les planètes jusqu'après Saturne. Hein. Ils n'ont pas, toute l'astrologie française, qui était d'ailleurs un petit peu dégénérée, enfin, c'est un autre problème, mais elle ne tenait pas compte du tout de... C'était pas une évidence, pourquoi? Tout simplement, il y avait le septénaire, il y avait les 7 jours de la semaine, tout ça ne permettait pas forcément de se jubiler à l'idée d'avoir de nouvelles planètes, c'était pas une évidence. Moi je sais que j'ai été pris aussi, moi aussi je suis passé par toutes sortes de stades, vous imaginez bien que je ne suis pas arrivé à ce que je dis aujourd'hui depuis le départ. Et moi j'ai conduit des choses où je travaillais sur parce que c'était la grande mode, les transplutoniennes même, oui. Avec Jean Carteret, même Barbeau dans son dernier bouquin, ça fait 40 ans qu'il ressort son truc là, c'est-à-dire que oui, il y a 12 signes, donc il faut qu'il y ait 12 planètes, etc. Moi aussi je suis revenu de beaucoup de choses, il ne faut pas croire que je débarque comme ça en astrologie avec Jean Despatie depuis des décennies, ce serait faux. Mais effectivement, je crois que ce serait sain, l'affaire Pluton, d'ailleurs justement c'est un peu un signe,
C'est-à-dire, Pluton, il est important, mais c'est peut-être pas forcément à travers la planète Pluton qu'il faut l'utiliser. Peut-être qu'on a le droit de l'utiliser pour d'autres facteurs d'une autre sémantique, par exemple, je sais pas, dire qu'il y a des aspects plutoniens, ou qu'il y a, même par le scorpion, par exemple, pourquoi ne pas dire que le scorpion est plutonien? Pas forcément par rapport à Pluton. Alors là, effectivement, voyez-vous, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, hein, voyez-vous, on vous remet encore d'autres sujets de réflexion sur le dos, hein, on n'a pas fini, mais moi, avec moi, de toute façon, on peut passer la nuit à accumuler les problèmes sans fin. Pas rien que la nuit, la prochaine vie. Mais effectivement, Cérès, c'est pareil, c'est une divinité extrêmement importante. Moi, vous savez, l'autre jour, j'étais à Bordeaux, alors il y a un monsieur Delarche, qui a écrit un livre, d'ailleurs, dans la communication, elle est sur notre télévision. Et alors, il nous explique très sérieusement, il nous dit, voilà, Cérès étant une toute petite planète, il faut qu'elle s'occupe de choses petites. Oh non, ça c'est pas. Non, mais je veux dire que c'était une espèce de mélange astronomico-mythologique. On va réduire la planète Cérès Déméter, qui est un dieu majeur, en disant, ah oui, mais comme on lui a attribué une petite chose, eh bien, elle va symboliser les petites choses. Voyez-vous, cette espèce de mariage un petit peu pervers entre astrologie et mythologie, qui amène donc, je ne sais pas si vous écoutiez, qui amène donc le type qui a fait des découvertes sur Cérès à dire, Cérès, c'est forcément, ça s'occupe de petites choses, parce que Cérès est une petite planète. Donc on va étudier, on va appréhender la divinité à travers la nature de la planète à qui ça a été attribué. Il n'y a pas de mots pour ça. Daniel Vernier a proposé Cérès comme représentante des astéroïdes parce que c'est la plus grosse des astéroïdes. En plus, elle a une rotondité. Et puis, en plus, elle serait maîtresse de la Vierge, qui est tout à fait congrue. Ah oui, parce que consistant. oui. Mais cependant, moi, je suis toujours un objecteur de l'emploi des astéroïdes, que ce soit Chiron, et quel que soit l'astéroïde, je ne suis pas d'accord parce qu'elles n'ont pas de maître. Elles sont des objets hétéroclites. Elles n'ont pas de... Elles ne maîtrisent rien. Ah oui, on ne leur a pas attribué de maîtrise. Non, elles n'ont pas de maîtrise. Donc, elles ne font pas partie de la structure. Elles ne représentent rien sur le plan de la structure du thème. Comprenez-vous? Moi, je serais d'avis d'utiliser comme structure de base le septénaire initial, avec les maîtrises qu'on leur a accordées au départ, comme Saturne et Maître, et du Capricorne et du Verseau, Jupiter, tout en incorporant Uranus, Neptune, Pluton, parce qu'ils sont effectivement... Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ça, on tombe dans le surmoi, c'est le surmoi qui consiste à dire, voilà, on va arrêter là, on va s'en arrêter là. On n'a pas besoin d'attendre. Non, mais c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, revenons toujours à mon fameux débat sur les valeurs d'arrêt ou de recommencer. Effectivement, la tentation, c'est de dire, c'est raisonnable d'arrêter là, mais... Et puis d'autres qui disent, ben non, c'est pas raisonnable d'arrêter là. Mais ça, ce sont deux discours qui s'entendent, qui se cohabitent constamment, de toute façon. Hein. Si on minimal. Non, mais il y a toujours de très bonnes raisons, dans un sens comme dans l'autre. Si on ajoute trop d'objets dans notre cœur du ciel, on ne comprend plus. Ça devient incompréhensible. Non, mais moi, ce que je fais, c'est que je ne les mets pas les cartes. Vous disiez vous-même qu'on arrive quand même à s'y retrouver, et que vous disiez vous-même, on arrive quand même à s'y retrouver parce qu'au moment où la configuration se produit, on regarde ce qui se passe. Non, moi, je regarde absolument aucun astéroïde. Non, mais je veux dire que, d'après la méthode que vous avez proposée, on peut toujours essayer de tester. On a enlevé les étoiles fixes, puis on a mis à la place des astéroïdes. Et revenons aux étoiles fixes, puis balayons les astéroïdes. Moi, je ne peux pas les balayer parce que j'ai de l'expérience avec les astéroïdes et elles disent des choses extraordinaires. Elles disent des choses extraordinaires. Mais moi, écoutez, moi, je regarde un carte du ciel, je regarde s'il y a une astéroïde évidente sur les planètes, mais si elle n'est pas évidente, je ne ferai pas 14 000 pages, là. Mais quand c'est évident, ça c'est évident, j'en tiens compte. Vous avez dit que